Ali Babal, moi j'ai une question pour Teddy, si tu me permets. Euh, sur le sujet de l'immigration, moi j'aimerais bien ton point de vue. À titre Mm. perso, depuis que j'ai compris que en fait le problème c'est pas en soi l'immigration, c'est le fait d'avoir une population de jeunes hommes pauvres. Ces trois facteurs-là font que si tu as une population de jeunes hommes pauvres, tu as plus de chances d'avoir des comportements délictuels et ou criminels. Mm. Et donc de ce point de vue-là, la gauche a raison. Par contre, je ne comprends pas l'intérêt du coup de vouloir ramener toujours plus de jeunes hommes pauvres sur le sol français, puisqu'on Mais sait que c'est ces c'est trois basé sur facteurs des. qui augmentent ça. Et j'aimerais bien, moi, ta position sur l'immigration. Bah, moi, ma position, c'est que il y en a trop par définition, puisque visiblement, on n'arrive pas à gérer notre territoire. C'est tant qu'on a des politiciens ou une économie qui a pas l'air de fonctionner, on va pas rajouter de l'immigration. En fait, c'est juste, faut choisir. C'est soit il y a du travail, soit il y a pas de travail. C'est ce côté. Si on nous dit on est tous dans la merde, on trouve pas de travail, on n'a pas le budget, on ramène pas des gens si on n'a pas le budget, si on sait pas s'organiser. Bon, c'est la base, quoi. T'as pas rangé chez toi, t'as pas à bouffer, t'invites pas les gens à bouffer. Sinon, c'est n'importe quoi. Et en plus, du coup, on voit bien que les mecs, il y a pas de cadre. Donc, si tu fais venir n'importe qui, n'importe comment, mal contrôlé, et que t'as pas les cadres pour accueillir, et que t'as pas le budget pour les avoir, tu crées de la pauvreté organisée sur ton territoire, donc mécaniquement de la violence, j'imagine. Mais la stat que tu viens de me sortir, là, l'information, là, ça y est, ça serait ça en fait. Le facteur primaire de l'insécurité liée à l'immigration, c'est jeunes hommes pauvres. Oui, oui, oui. Enfin, quel que soit le territoire dans lequel tu fais tu recueilles des données, la majorité du temps, l'écrasante majorité du temps, ce qui ressort, les trois facteurs prédominants. Il y en a un quatrième, mais il est moins prédominant, c'est le facteur culturel. Mais les trois facteurs prédominants, c'est le fait d'être un homme, parce que quand t'es un homme, tu fais plus de conneries que les femmes. Le fait d'être Mmh. jeune, parce que quand t'es jeune, bah oui, tu fais plus de conneries Mmh. que la moyenne. Et le fait d'être pauvre, bah oui, c'est logique. Et donc ces trois facteurs-là mélangés ensemble, ça montre que oui, bah ça augmente Mais les du coup, avec comportements. cette information-là, les identitaires qui diraient si on fait venir des Japonais et des Chinois en masse, structurellement et anthropologiquement, ils feront moins de conneries que des Maghrébins ou des Africains, ça serait expliqué comment? Parce Bah qu'en fait, certainement par les la Japonais, pauvreté s'ils en fait. viennent, ils sont pas pauvres, ouais. Non, du tout, c'est pas la pauvreté, il y a aussi, la culture. L'islam a créé une culture dans laquelle les gens détestent la vie, dans Mm. laquelle les gens sont xénophobes, c'est-à-dire que c'est une vertu. Dans l'islam, c'est une vertu de haïr la différence. Et donc Mm. et c'est pas le fait juste que tu sois éduqué de 0 à 20 ans qui fait que tu hais. C'est le fait que tes parents, tes grands-parents et leurs grands-parents et leurs grands-parents depuis 1400 ans ont appris que tout ce qui n'est pas musulman est une sous-merde. Et ça Mm. se transmet. Donc c'est pas juste la pauvreté Jordanix ou la difficulté ou le crime. Il y a aussi un problème d'éducation. C'est-à-dire que tu peux pas changer 20 ans d'éducation quand le mec il arrive en étant immigré. Il faut que de base, dans ces pays, les parents et les grands-parents et même les enfants rêvent d'un avenir joyeux. Or, dans les 53 pays musulmans, personne ne rêve d'un avenir joyeux. Ils rêvent, parce que c'est ce qu'on leur apprend depuis l'enfance, une mort joyeuse. Parce que la mort est meilleure que la vie dans l'islam. Et ces gens-là, ils sont atteints intellectuellement. Ils sont vraiment atteints au cerveau. Et moi, je n'arrête pas de le dire. Tu prends un Chinois, un Japonais, un Brésilien et un Algérien, et tous les jours de leur vie, depuis le premier jour de leur naissance jusqu'à 30 ans, tu les réveilles de force à 4 heures du matin avec un haut-parleur qui gueule pendant 10 minutes. Eh bien, ils vont tous avoir le cerveau pété. Donc c'est normal, quand tu interdis du sommeil à des êtres humains, je suis sûr qu'on pourra le prouver. Hein. C'est sûrement, c'est déjà prouvé, ils deviennent plus agressifs, ils deviennent moins tolérants, ils deviennent moins empathiques. Tu vois, les privations de sommeil, c'est une forme de torture horrible. Et on a 53 pays musulmans qui privent de sommeil toutes les populations, dans toutes les villes, dans le trou du cul de la campagne, avec des haut-parleurs qui gueulent. Et peut-être pour que vous ayez un peu l'idée, je vais vous mettre un appel à la prière, là, pour que vous imaginiez ça à 5 heures du matin, tu vois. Je précise, le facteur culturel, je ne le mets pas à côté. Effectivement, c'est Non, ce non, qui mais tu l'as mis en ressort. quatrième. Oui, mais parce que c'est ce qui ressort dans les données. Et ça fait pas partie des facteurs les plus importants d'après les données que j'ai vues. Après, je le mets pas du tout aux oubliettes, hein, celui-là. Et d'ailleurs, on retrouve des comportements beaucoup plus violents sur le sol de Corse qui est un département français. Pourquoi? Mm. Parce qu'on remarque que culturellement, il y a plus cette, tu sais, le truc de l'honneur, de la famille, tu vois, ces trucs de viriliste là, entre guillemets, tu vois. Et ben ça,
cette culture-là de l'honneur de la famille, ça engendre des comportements un peu plus violents Alors, que la moyenne. oui et non. Il faut savoir que dans les pays arabes, le taux de pédocriminalité et de violence conjugale sont proches de 0. Parce que c'est pas référencé. Bah oui, c'est pas des crimes. Oui, c'est pas des crimes. Donc c'est à 0. Battre sa femme est légal. Donc il y a 0 violence conjugale, vu que ça n'existe pas la violence conjugale. Ça n'existe pas le viol conjugal, donc il y a 0, il y en a 0. Ça existe, il y a 0 enfant battu dans les pays arabes, vu que c'est pas un crime. Donc tu vois, tu peux aussi comparer la Corse qui a peut-être au moins le mérite que la France recense, ou que les gens portent plainte, ou les gens savent qu'ils ont un droit qui est bafoué. Il y a ça. Allez, je vous fais profiter 3 minutes de respect. Voilà, on fait pas les 3 minutes. Non, pas 3 minutes, Ali. Attendez, je vais vous faire une expérience de pensée, là, ASMR. Vous êtes dans votre lit. Les coussins sont douillets. Il fait froid dehors, mais chaud sous la couette. Votre vie est belle. Votre femme aimante est à vos côtés. Vous savez que demain sera fait de fleurs et de joyaux. Rien ne pourrait interrompre ce magnifique... Alors pour ceux qui ont oublié, hein, il est 4h du matin, dans 2h30 vous vous réveillez pour aller au boulot. Vous êtes couché à minuit, donc vous avez eu 4h30 de sommeil. Et je vous rappelle, quand votre réveil il sonne, vous faites quoi? On appuie sur le bouton. Vous l'éteignez, vous appuyez sur le bouton pour l'éteindre. Ouais. Et là, il n'y a pas de bouton. Ah, vous pouvez pas, c'est moi qui ai le bouton. Et il faut qu'ils aillent prier, là, de toute façon. Ah oui, là, il faut que tu se lever, sortes là. de ton lit et que tu ailles à la mosquée. T'as 10 minutes. Et après, tu peux te recoucher ou pas? Et après, tu peux te recoucher ou pas? Eh ben, imagine, tu survis les 3 minutes là. Je te fais pas les 3 minutes 30. Hein. En général, c'est 5 à 10 minutes l'appel, mais là, c'est 3 minutes 30. Eh ben, t'as pas envie d'aller à la prière. Une fois que c'est passé, toi et ta femme vous grommelez et vous vous recouchez. Vous remontez la couette, un petit bisou sur son front peut-être, parce que voilà, vous êtes réveillé, c'est bien. Vous remettez l'un contre l'autre, c'est bon. Vous pouvez vous reposer un peu plus jusqu'à que la journée commence. Vous endormez doucement, les songes arrivent. Vous replongez dans un rêve doux, vous êtes sur un nuage. Pourquoi ça reprend? Au secours, Parce qu'après 10 minutes, ça recommence, le même appel. Pourquoi c'est... Une fois pour te réveiller, pour que tu ailles à la prière, une fois parce que la prière commence. Oh. Et c'est 10 minutes Et après, après. on peut dormir après ou pas? Non, mais après, si tu y arrives, tu peux dormir, ouais. Jusqu'à quelle heure après? Il faut recommencer à quelle heure? Bah, en général, tu commences ta journée tôt. Il y a beaucoup de gens qui, justement, se lèvent à la prière et qui vont au boulot parce qu'il fait très chaud. Il fait 35-40 degrés. Donc, tu pars au boulot à 6h et tu rentres vers 13h, 14h. Et là, tu déjeunes. Tu fais une sieste parce qu'il fait ultra chaud à mourir. Et ta vie, elle recommence genre entre 18h et minuit, tu vois. Et du coup, Ali Babal, donc là, toi, cette explication culturelle, Jordanix, l'explication du jeune mâle, machin, vous, votre position par rapport à l'immigration en France, vous la considérez comment? Vous en voulez moins, plus, mieux organisé? Comment vous le sentez? Moi, à titre perso, ça va être rapide. Moi, je suis pour accueillir autant de personnes qu'on peut en accueillir, à condition de pas les laisser crever sur le bord du périph'. Et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et à condition. Donc là, du coup, vu que ça se passe pas, est-ce que t'es pour qu'on ferme le robinet? Franchement, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Je laisse la parole à Ali. J'en sais rien. Je sais pas. Non, moi, je peux répondre. De manière générale, par défaut, je suis pour que tout le monde soit le bienvenu. La France doit être une terre d'accueil et j'aime cette mentalité. Il y a des trucs qui me gênent. Le premier, c'est est-ce que le tri est bien fait à l'entrée? Ça, c'est le premier point. Je partirais du principe que oui, mais je ne sais pas, je suis ignorant. Je partirais du principe que oui, mais que c'est perfectionnable. C'est quoi un tri bien fait pour toi? Est-ce que tu as un mec qui a l'intention de s'installer? Est-ce que tu as un mec qui a l'intention de contribuer? Est-ce qu'il y a un mec qui est venu parce qu'il aime le pays? Je te donne un exemple. J'ai travaillé en Suisse. En Suisse, quand tu viens, on te dit, est-ce que vous avez un travail? Est-ce que vous avez les moyens d'habiter chez nous? J'ai été aussi en voyage à Singapour. Il y a des pays qui te demandent des trucs concrets pour dire, est-ce que tu veux t'installer ou pas? Quelle est ton intention? Pas juste être une terre d'accueil, on t'accueille, vas-y, bienvenue frérot. Ouais. Ça, c'est le premier point. On a les mêmes critères. Deuxième point, c'est voilà, quelle est ta mentalité? Est-ce que tu as envie de t'insérer et de t'adapter? Est-ce qu'au moins tu as l'intention? Je ne sais pas si c'est demandé, tu vois. Est-ce que vous comprenez que les règles de la République et de la France doivent être placées au-dessus de vos superstitions personnelles pour qu'il n'y ait pas trop de friction?
Alors ça, je crois qu'ils le font, puisqu'il y a plein de chaînes de musulmans qui expliquent comment faire en sorte de bien réussir son concours pour bien apprendre par cœur le fait des institutions, etc. Donc, a priori, ça serait demandé, ça. Ouais, donc tu vois, pour moi, un tri efficace, et encore une fois, je dis pas que le tri n'est pas efficace parce que je suis pas connaisseur du truc, pour moi, ce sera un bon truc. Il y a un autre point qui me gêne, c'est de penser, et là, pour le coup, je pense que c'est contre-productif, mais j'expliquais ma pensée, que fermer les frontières à un pays ou à une population, notamment la population arabe et musulmane, soit efficace. Moi, je pense pas. C'est la même manière de penser que de se dire le nuage Tchernobyl s'arrête à la frontière. Parce que peut-être pour toi, ça va diminuer les problèmes, parce que tu sais que tous les Algériens vont en prison ou je sais pas quoi. Mais dans 40, 50 ans, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu auras 2 milliards de musulmans que tu souhaites pas autour de tes frontières, et toi, ton petit pays de Français, peut-être 100 millions de Français, qui sont dans une enclave. Ça va te faire exactement la même chose que Israël au Moyen-Orient. Tu vas être entouré de belliqueux. Et tu n'as pas forcément envie d'être entouré de belliqueux. Donc pour moi, le problème de l'immigration en soi, ce n'est pas un problème local, c'est un problème de la terre entière. Et c'est-à-dire qu'on doit à un moment, et les populations locales doivent à un moment se débarrasser de leurs dictateurs et faire des sociétés douces à vivre. Et il le dit très bien dans son livre Fergan Azihari, c'est quand est-ce que le Pakistan ou l'Afghanistan reprocheront à la France de ne pas respecter le droit des femmes? C'est quand que l'Algérie reprochera à la France de ne pas avoir autant de juifs chez eux, riches et prospères. Tu vois, pour moi, c'est toute la planète qui doit être leveled up. Je sais que c'est un idéal, hein, c'est une utopie. Mais d'un point de vue migration, je pense que c'est le mauvais problème. C'est un point politique. Et je pense que la France est extrêmement puissante politiquement au niveau international. Ça, je le pense sincèrement. Et qu'on devrait avoir plus d'appui sur ces indicateurs, mais que c'est difficile parce que je comprends ce qui s'est passé. En Irak, quand on s'est débarrassé de Saddam, en Libye, quand on s'est débarrassé de Kadhafi, ou même en Iran, quand on se débarrasse des mollahs, bah, les populations ne veulent pas forcément chercher à s'émanciper parce qu'elles ont dans leur tête le logiciel que la dictature, c'est pas la même chose que la religion. Et donc, une fois que le dictateur est parti, ils vont rester dans la religion. Or, c'est la religion qui fait qu'ils ont eu un dictateur. C'est la religion qui fait le terreau qu'un dictateur peut s'installer. Donc, tu vois, il y a un problème d'éducation dans le monde pour que l'immigration ne soit plus un problème. Sur ça, je peux pas me prononcer. Je finis cette phrase et je te laisse parler. Ouais, vas-y. La terre entière doit changer pour que là, le débat ne soit plus l'immigration. Et vous parlez du robinet et tout. Voilà, je pense que le robinet est bien tenu en France, c'est mon intuition. Vas-y. Non, mais après, c'est intéressant. Alors, moi, je pourrais jamais me prononcer sur l'impact de l'islam sur les sociétés arabes ou africaines, puisque je ne suis ni dans l'islam, ni en Afrique, ni en... Donc, j'entends. Hein, parce qu'il y a des gens qui disent, non, le problème, c'est finalement le QI des populations. Il y en a d'autres qui disent, c'est culturel. D'autres qui disent que c'est la jeunesse. D'autres qui disent que c'est la pauvreté. Et d'autres qui disent que c'est la religion. Mais je trouve que oui, ton explication, elle match bien. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, pour répondre à Jordanik, c'est un peu à Babal, pour finir le truc, mais la France ne semble pas être en mesure de s'occuper de sa propre population pour organiser son boulot, le boulot de sa propre population, organiser correctement ses aides sociales pour que les gens crèvent pas la dalle et les gens qu'elle a accueillis sur le territoire. Donc ça me semble un peu surévalué de continuer à envoyer des signaux positifs pour une immigration. Non, je comprends ça. Après, je me pose la question, pour moi, il faudrait aussi des règles fermes et appliquées. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des règles? Encore une fois, je prends l'exemple de la Suisse. Tu déconnes, on te revoit dans ton pays. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a ces règles fermes et appliquées? Parce que là, pour le coup, je comprends que dans la population française, quand on se dit l'Algérie a refusé qu'on expulse un mec, mais attends, mais ça veut dire quoi ça? Même s'il y a une excellente raison, c'est-à-dire même premier degré, on a une excellente raison de ne pas expulser le mec vers l'Algérie. Et bien, cette excellente raison n'est pas donnée à la population. Et donc, la population est dans le flou. Et quand tu es dans le flou... Non, mais ils n'ont pas d'excellente raison, c'est qu'ils n'arrivent pas à négocier des accords. Et en plus, ça coûte En fait, l'excellente raison, malheureusement, c'est les gauchistes qui ont raison là-dessus. La première excellente raison, c'est que ça coûte une fortune de renvoyer un mec. Parce qu'il faut les renvoyer par paquet de 10 dans les avions. Nous, on avait regardé un reportage là-dessus sur l'expulsion. Il suffit qu'ils gigotent dans tous les sens. Ça devient insupportable, faut attendre l'avion d'après. Il faut négocier les trucs, c'est des histoires de paperasse à remplir, ça mobilise énormément de policiers. La plupart du temps, faut les mettre dans des centres de détention provisoires. C'est juste la remigration par personne en fonction des procès. Quand quelqu'un se comporte mal, c'est un enfer. En plus, la plupart des OQTF qui devraient quitter le territoire, en fait, c'est juste une décision sur papier. Il y a un mec qui a pas rempli le papier ou il aurait dû partir du territoire, il reçoit par la poste OQTF.
Et en fait, on sait pas où il est, le gars. Ça s'envoie à la poste. Et en fait, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de dossiers qui s'accumulent, avec une difficulté à gérer la hiérarchisation. Et puis une police qui est déjà trop occupée à faire du terrain. Très peu de gens qui sont à la police, très peu de budget. C'est combien? C'est 0,7% du budget de l'État qui est alloué à la police. Et 0,7 pour la justice. Donc 1,4% du budget de l'État pour les deux. C'est juste, on surnage, quoi. Enfin, c'est de tout ce que tu regardes au niveau des stats. Je rappelle quand même que la retraite, c'est 35%, je crois, officiellement du budget de l'État. Mais en vrai, c'est réparti dans tous les trucs. Si ça se trouve, ça représente plus de 45% du budget de l'État. Ouais. Juste cette sécurité sociale retraite. Parce que la retraite, elle est répartie un peu partout. Donc quand tu vois qu'il y a 1,4% pour justice plus police, dont, du coup, le fait de faire remigrer un mec qui s'est hyper mal comporté, t'as compris, hein, c'est pas possible. En fait, il faudrait faire passer le budget à 5 à 10% pour la justice police. Et là, tu pourrais commencer, et comprenant pourquoi pas les histoires de frontières. Et là, tu pourrais commencer à parler, quoi. Après, Et là, c'est juste ingérable. Je pense qu'il y a aussi 2 éléments à prendre en compte. Le premier, c'est la libre circulation des biens et des personnes. L'idéal, finalement, c'est que la Terre soit comme l'Europe. Tu peux traverser les frontières easy, sans problème. Mais ça, c'est le résultat de 50, 60 ans de paix et d'échange entre les deux pays. Oui, c'est vrai. Avec cette intention d'avoir la paix. Le problème, c'est que les échanges avec les pays musulmans, à un niveau politique, les politiques n'ont pas l'intention d'avoir la paix, puisqu'ils utilisent les pays avec qui ils échangent, comme l'Égypte et Israël, ou l'Algérie et la France, comme des boucs émissaires pour que les populations locales détestent le bouc émissaire avant de détester le gouvernement mafieux. Et donc, du coup, cette préparation à la paix qui a fonctionné avec l'Allemagne, qui a fonctionné avec plus ou moins le Royaume-Uni, tu vois, avec nos voisins, elle peut pas fonctionner avec les pays musulmans parce que de base, politiquement, les pays musulmans, tu utilises comme bouc émissaire pour pas que les populations se rendent compte que le gouvernement vole l'argent, vole le destin, vole l'avenir de ces gens. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vas Mulhouse, élue ville la plus déprimante de France, là. Tu vas en 2000, c'est la ville la plus déprimante de France. Là, j'ai passé en train là en 2025. Et c'est devenu quelque chose d'incroyable. Il y a eu un investissement, la ville est beaucoup moins sombre, beaucoup plus colorée, beaucoup plus joyeuse. Alors, je veux pas dire que c'est le paradis sur Terre, mais j'ai vu qu'il y a un changement, tu vois, en 20 ans, quand j'y suis allé gamin et quand j'y suis repassé. Après, je te donne un exemple qui va te faire rire. Saint-Étienne. Et après, je suis allé à Marrakech. J'y suis allé pareil, 2008 et 2021. Et ben 2021, Marrakech était plus pourri que 2008. C'est-à-dire que l'État n'investit absolument pas dans sa population, dans l'infrastructure, dans les écoles, dans les routes. Je suis allé en Jordanie parce que j'avais de la famille dans le camp de réfugiés Zahtari, je suis syrien. Et à la Jordanie, c'était en 30 ans, c'est devenu une poubelle à ciel ouvert, genre une décharge publique. Une décharge, je sais pas si vous voyez une décharge publique, mais à l'échelle d'un pays. À l'échelle d'un pays. Genre, vous pouvez même pas l'imaginer, genre, ça pue partout. Ça pue partout. Les routes sont toutes fissurées, il y a des nids de poules partout. C'est l'enfer, c'est vraiment l'enfer. Genre, faire le tour. Vous dites, ouais, la Jordanie, c'est exotique, ta meuf, elle veut que tu l'y amènes, voir visiter Petra et tout. Mais genre, c'est un ghetto, c'est un camp de concentration à ciel ouvert, le truc. Et c'est une pourriture. Alors que la famille royale est blindée de thunes. Tu vois, donc, comme il y a cette absence déjà de développement local et cette haine du français, de l'européen, du mécréant de manière générale qui est institutionnalisée depuis l'enfance, c'est difficile de construire cette paix comme tu as construit la paix avec la Je vais te raconter une anecdote qui paraît à la fois anecdotique à proprement dit, mais qui rejoint ta lecture des choses. Parce que là, du coup, ça me fait résonner une expérience que j'ai eue. En fait, là, il y a quelques années, j'étais un peu à Andorre, tu vois, de temps en temps, parce que j'avais de la famille là-bas. Et en fait, ils s'étaient installés en Andorre au moment où rentrer en Andorre, ça coûtait que 15 000 euros. Et entre-temps, c'était passé à 60 000 parce qu'il y a de plus en plus de demandes d'expatriation de Français et d'Espagnols pour aller se défiscaliser, mais aussi avoir plus de sécurité parce qu'Andorre, c'est très sécurisé, c'est paisible, etc. Et en fait, au fur et à mesure de l'installation, il y a de plus en plus de gens, c'est de plus en plus cher parce que ça passe à 60 000 balles pour rentrer sur le territoire et se défiscaliser. Moi, c'était pas mon cas, je n'étais pas défiscalisé, mais... Et donc, naturellement, tu te dis, la population andorrane locale va bénéficier d'infrastructures ou de quelque chose. Et il s'est pas passé ça. Il s'est passé que du coup la population avait de plus en plus de travail pour les mecs, à travailler pour les servir, quoi, en gros. Et ils étaient toujours à 900 euros par mois pour 45 heures ou 40 heures de travail. Sauf que les logements, vu qu'il y avait de plus en plus de gens, les logements ont commencé à augmenter. Et les logements, c'est un peu une mafia, c'est des familles, c'est les grandes familles de Andorre qui possèdent un peu les grands logements.
Et on a vu les logements, pour 100 mètres carrés, tu pouvais avoir un loyer à 1000 balles. Et après, pour 1000 balles, c'était 24 mètres carrés. Donc là, tu te dis, bon, bah, c'est foutu de s'installer. Tu vas pas payer en tant que Français 60 000 balles pour t'installer dans un 20 mètres carrés à 1000 balles. C'est pas possible. Mais moi, j'avais regardé le truc, je dis, est-ce que la population, elle, à quoi elle a accès? À rien. Ils ont 900 € par mois pour 40 heures de travail. Et tous les loyers, il y avait plus un seul appartement en dessous de 1000 € par mois. Donc, au début, il y a eu une fuite. Les gens ont commencé à partir. Donc, ça a mécaniquement fait baisser le bien-être sur place assez rapidement. Et ils ont fait leur première manifestation historique, la population. Première manifestation andorrane pour un peuple qui ne manifeste pas, qui ne se politise pas, etc. Comment a répondu le gouvernement l'année d'après? Ils ont re-augmenté le prix d'entrée et ils ont obligé les gens sur le territoire à parler andorran, à parler catalan et pas espagnol. Ils ont dit, à partir de maintenant, ne vous en faites pas, les Espagnols et les Français parleront catalan. Ça a été leur proposition. Est-ce qu'ils ont augmenté les salaires ou fait en sorte que les loyers puissent baisser pour que les propriétaires... Eh ben, pas du tout. Et donc là, on est dans ce truc un peu mafieux là que tu es en train de décrire. C'est une pauvreté organisée où on va indiquer du doigt, c'est les étrangers. Et moi, je me rappelle, juste avant qu'on parte du territoire, j'ai pris le taxi. Et en fait, on ne prenait jamais le taxi. Mais bon, le mec, il propose un service, c'est le taxi, tu vois. Donc, je prends le taxi, je vais payer. Et en fait, le mec, il dit, vous allez chez les bourgeois, vous. Je dis, bah, ouais, c'est là où habitent les parents, tu vois. Et, et ils disent, ouais, c'est très capitaliste ici. Je dis, mais vous proposez un service, je comprends pas le truc. Ben, c'est les Français là-bas. Je dis, ah oui, il y a des Français là-bas, oui. Enfin, tu sais, et là, j'ai dit, ok, d'accord, ça a marché, le plan. T'as une population qui est dans la merde. Ils vivent à 7 dans une baraque familiale. Et on leur a dit, vous en faites pas, on va niquer les Français. Ouais, alors c'est que ça. tu payes pour être là-bas. Et voilà. Et les gens, ils sont contents. C'est bon, ils sont satisfaits. Et en fait, c'est parce ils que vont niquer les Français. c'est un réflexe humain. C'est parce que tu as une colère à extérioriser parce que tu t'es fait marcher dessus avec les bottes des Complètement. militaires pendant 40 ans. Et tu peux pas l'extérioriser sur les militaires parce que tu te fais abattre et ta famille se fait envoyer en camp de Ouais. concentration. Et du coup, tu l'extériorises sur le français. Mais le français, il a rien fait. C'est comme nous en Syrie. Hein. Moi, je demandais, mais pourquoi on n'a pas l'eau courante en Syrie? Tu sais, en fait, on a des gros conteneurs en métal. Le métal, ça chauffe bien. Hein. T'as un camion qui vient toutes les semaines, tu prends la pompe comme un camion de pompier et tu mets de l'eau dans le conteneur en métal. Et après, l'eau, elle passe dans la canalisation, elle est toute chaude. Et je disais, mais pourquoi on n'a pas l'eau comme en France? Et là, ils me disent, tu sais, ils me disent quoi? Ils me disent, c'est la faute d'Israël. Oui, tu m'avais dit ça en live. C'est ça, C'est terrifiant, qu'est-ce ce qu'ils ont fait truc. Israël dans cette putain d'histoire là? Même moi là, je suis con là, je mange mes crottes de nez, j'ai 8 ans, je comprends que C'est ça. j'ai jamais vu un juif de ma vie. Qu'est-ce que tu racontes, c'est la faute d'Israël? Ben, c'est vraiment le sketch oh merde, je me rappelle plus de l'Arabie du futur, là, Riyad Satouf, quoi. C'est exactement le film Jackie au royaume des filles, quoi. Ouais, il était terrible. marrant ce film. Mm. Après, il est un peu bizarre parce que je pense que quelqu'un qui connaît pas justement les pays musulmans et la Syrie, bah, il regarde le film de Riyad Satouf, il voit ça comme un truc absurde, un mauvais rêve, tu vois. Ah oui. Il comprend pas que c'est ultra réaliste. Oui, Genre, c'est ça. Vraiment, c'est un film qui se passe en Syrie, mais où les hommes sont sous voile, sous hijab, et les femmes sont émancipées et libres et contrôlent le pays, quoi. Mais c'est littéralement la Syrie. Et il y a plein d'éléments, tu vois, tu les vois dans le film, tu comprends pas. Par exemple, le fait que, justement, je crois c'est le perso, je sais plus comment il s'appelle, le perso principal, qui se fait V. Il va au magasin, Ouais. il a son hijab intégral, là, je crois, on voit que ses yeux, et il se fait V par la gérante. Et à la fin, il se fait taper, on va lui dire, on va te mettre en prison, on va te buter, on va te fouetter. Et le gars, il est théorisé comme ça, tout ça. Et c'est tellement absurde. Tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde? Mais en fait, c'est comme ça qu'une femme est traitée là-bas quand elle se fait V. C'est exactement ça. En tout cas, oui. Et voilà, donc je pense que c'est un investissement sur l'éducation et un investissement responsable. Je peux donner un autre exemple, c'est la Palestine. Et la Palestine, je crois, l'aide humanitaire en Palestine, c'est en moyenne 1000 $ par habitant. Alors moi, ma question, c'est comment ça se fait que dans un pays où l'aide humanitaire, c'est 1000 $ par habitant, bah, les gens sont encore pauvres et dans la merde. Vous allez me dire, ouais, c'est la faute d'Israël, ils bombardent et tout. Non, c'est pas ça. C'est parce que ce qui va dans la poche d'un Palestinien, c'est rien. Donnez-moi un seul dirigeant de pays occidental qui est multimilliardaire. Il n'y en a pas. Par contre, tu prends les dirigeants de l'Iran, ils ont une fortune personnelle multimilliardaire. Ils possèdent des centaines d'appartements à Londres, en France, en Espagne. Les dirigeants de la Syrie, multimilliardaires. Les dirigeants de l'Égypte, multimilliardaires. C'est-à-dire fortune personnelle. Hein.
Les dirigeants du Maroc, multimilliardaires. Les dirigeants de Tunisie, multimilliardaires. C'est-à-dire que ces mecs, sans aucun scrupule, et c'est pas que ces pays-là, hein, il y a aussi beaucoup de pays d'Afrique où c'est comme ça, détournent sans scrupule tout le pognon du pays. Donc c'est des pays qui pourraient être doux à vivre. Si les peuples se révoltaient, si les peuples disaient stop, ça suffit. Non, je me souviens très bien, on m'avait raconté, ma mère, elle disait, j'allais à l'école à Damas et je voyais les chars d'assaut dans la rue. C'était le coup d'état de Rifat el-Assad, le cousin de Hafez el-Assad, l'ancien dictateur syrien. Hafez el-Assad a eu une crise cardiaque, je crois que c'était en 1987, et Rifat a fait un coup d'état pour prendre le pouvoir pendant qu'il est à l'hôpital. Problème, Hafez a survécu à la crise cardiaque, il s'est réveillé, et du coup il a exilé Rifat. Il pouvait pas le tuer parce que c'était son cousin, il avait un peu mal au cœur. Et ce que Rifat a fait, et moi c'est une dinguerie, hein. Il a pris un Boeing, un avion français, qu'il possédait personnellement, il l'avait acheté je crois. Il a pris 50 serviteurs avec lui. Il est allé à la Banque nationale de Damas, et vraiment, comme dans les films, il a pris les billets, comme dans Picsou, il les a mis dans l'avion. Il a volé genre 87 milliards de livres syriennes, un truc comme ça. C'est un truc énorme, c'est genre 1 milliard de dollars américains, je crois. Un truc énorme. Il a vidé la banque, tu vois, mais vraiment, genre limite, il avait un petit aspirateur, comme ça, il prenait les billets. Il a pris les putains de billets. Donc, du jour au lendemain, en 1987, demain, Teddy Boy, tu vas à la banque, et je sais pas, LCL, LCI, et ton compte est vide. Et comme ça, t'as 10 millions de personnes, leur compte bancaire est vide. Ouais. Et tu dis, mais comment je peux récupérer? Ah non, mais c'est pas récupérable, il a pris, il est parti, le propriétaire. Comment ça, le propriétaire? C'est moi le propriétaire. Non, il a pris les billets, et il est parti avec. Ah, mais tu comprends que enfin, t'as compris, de toute façon, toi, tu le dis, toi, mais c'est vrai que les Français, nous, on a découvert, moi, je sais que mes grands-mères et tout, elles ont découvert l'immigration, première, deuxième, troisième génération, elles ont rien compris. Il y a une de mes grand-mères qui habitait en banlieue. C'est des expériences qu'elles ont pas vécues. Enfin, nos vieux, ils ont pas vécu ça, ils ont pas su nous préparer à ça. Et ils ont pas su nous préparer, nos parents et nos grands-parents, à la puissance de la violence de certains immigrés qu'ils ont en eux et qu'ils ont subi, en fait. Tu sais, nous, c'est le trauma des Français qui explique pourquoi ils sont juste contre l'immigration de manière de plus en plus rabique. C'est leurs grands-parents et leurs parents ne les ont pas préparés à survivre dans la rue ou à être en contact à l'école avec des gens qui sont des multi-traumatisés depuis des générations dans des pays de dingue, quoi. Ça porte un nom, ça, en sociologie, ça s'appelle la brutalisation. C'est un phénomène qui est expliqué, et oui, c'est ce que tu dis, en fait, les gens qui ont grandi dans un environnement ultra-violent, quand ils émigrent dans un autre pays, ils conservent une partie de cette ultra-violence qui engendre des problèmes. De toute façon, ouais, même au bout de la troisième génération, t'as toujours le père, tu sais, nous aussi, nous, ce qu'on avait à modérer en France, c'était le grand-père qui tapait un peu les enfants. Du coup, les enfants, c'est tes parents, ils te tapent un peu moins, mais ils te tapent quand même. Et nous, en théorie, on est un peu à la génération où on n'est pas censé taper. Donc, tu vois, ça devient scandaleux de taper. Probablement que les gens de ma génération, moi, quand j'aurai un gosse, je vais pas taper, ou je vais peut-être pas faire exprès une fois, une petite tape sur le cul mais ça arrivera plus, le coup de bâton que j'ai reçu, tu vois. Parce que bon, c'est bon, on a fait le tour, c'était pas le meilleur moment de l'éducation, quoi. C'était pas comme ça qu'on m'a instruit. Mais il a fallu quand même un bout de temps, tu vois, de sortir un peu de la campagne, en fait, tu sais, du ballon tête d'âne, et puis voilà. Mais c'est vrai que par contre, moi, j'ai vécu en banlieue. Bon, je suis un peu accoutumé à la violence de banlieue, donc ça passe. Mais tu vois, je suis naturellement un peu plus violent et brusque que la moyenne des Français qui n'ont pas vécu en banlieue, des mecs de province, de villes comme Bordeaux ou quoi, ils sont déjà un peu moins, ils sont un peu plus doux, tu vois, que moi. Et j'ai des comportements parfois qui sont un peu incompréhensibles sur Internet ou dans mon quotidien, parce que en fait, j'étais en contact avec une population qui, elle, était encore plus compressée par la violence en interne dans son quotidien, parce que les mecs, ils viennent de pays violents, etc. Mais c'est vrai que, du coup, rien que ça, c'est un prétexte à mettre pas un stop, mais une grosse demi-mesure à l'immigration, ou en tout cas, créer des gros critères de sélection. Parce qu'on peut pas faire venir trop de monde qu'on subit une pression violente et se retrouver comme ça en contact avec des populations de naïfs, quoi. Ce serait pas très compliqué à faire, hein, d'ailleurs. Par exemple, c'est le mariage. On est d'accord que c'est entre des gens qui s'aiment, mais c'est d'abord un contrat. On parle du contrat de mariage. L'immigration, c'est pareil. C'est vrai que c'est le fait d'accueillir des gens.
Mais le but, c'est de faire un contrat social avec la personne qui arrive, de lui donner des obligations civiques et lui dire voilà, c'est simple, il y a des règles comme partout. Par exemple, en Algérie, c'est vrai que être noir, c'est pas top si tu veux venir. Hein, tu risques de te retrouver dans le désert et mourir avec des milliers de personnes parce que t'es noir. Bon, d'accord. Nous, en France, c'est pas comme ça. On va avoir une primauté. Par exemple, le fait que la loi civile chez nous sera toujours supérieure aux normes religieuses ou aux coutumes. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Mais si jamais tu venais avoir un comportement qui va à l'encontre de ça, c'est pas par méchanceté, mais on se séparera de toi. Parce que visiblement, on a l'air d'être tous d'accord là-dessus. Moi, je comprends pas qu'il ne l'ait pas, à part des extrémistes de gauche qui, je sais pas pourquoi, ils veulent pas comprendre que ça me semble être logique, cette histoire de contrat et cette histoire de rupture de contrat en cas de mauvais comportement. Pour une raison simple. La raison est simple. C'est parce que comme la France est la terre des droits de l'homme, on considère que refuser quelqu'un parce que ses valeurs sont peut-être pas les mêmes que les tiennes, ce serait un refus des valeurs humaines et mais le problème, c'est que c'est pas ça. Le but, c'est pas de refuser les gens quand ils ont des valeurs différentes. C'est que s'ils ont des valeurs qui ne vont pas avec l'humanisme et avec le respect de son prochain, alors, de fait, dans un pays qui prône la tolérance, si tes valeurs sont intolérantes, l'intolérance envers l'intolérance est tout à fait normale. En fait, tu commets quand même une erreur parce que c'est possible d'accueillir quelqu'un qui n'a pas tes valeurs. Le problème de fond, il n'est pas juste là. Il y a un autre élément. Teddy, tu peux fermer ton mic quand tu parles pas, s'il te plaît, parce qu'on a un grésillement. Merci. Merci. Le problème de fond, c'est que c'est des gens qui ont une valeur où l'intolérance est une vertu. C'est ça aussi, parce que tu dois pas juste lui apprendre tes valeurs, tu dois lui désapprendre une vertu. Et c'est très difficile de tourner le cerveau. Ah mais non, mais bien évidemment, j'ai jamais dit que intrinsèquement les gens, le but n'est pas c'est de passer un contrat. Et dans le contrat, il y a le fait de, si jamais ces valeurs-là ne sont pas acquises, évidemment de lui apporter ce qu'il faut pour qu'il les fasse siennes, évidemment. Sinon, ce serait très injuste. Est-ce que quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans l'islam et avec une constitutivité du fait qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme, parce que c'est écrit dans un proxy de réalité qui s'appelle qui le Coran, qui la Torah, qui je sais pas quoi, évidemment, il faut lui dire en fait non, ça n'avait pas de sens. Tout ça n'avait pas de sens. C'est que sous couvert de tolérance, tu confortes une position confortable de haïr les femmes ou d'être injuste. Et c'est pour ça que moi, je fais ce travail. Je veux que ce que vous voyez comme des vertus, la haine des femmes, la haine du mécréant, la haine de l'apostat, la haine des homos, ça devienne une position la plus humiliante possible en public. Ça doit être humiliant. Pour qu'à chaque fois que le mec y pense, il se dit « Putain, je vais me faire saucer ». C'est ça que ça doit faire. C'est comme ça qu'il va désapprendre ça. Et qu'il ne va pas l'apprendre à ses enfants, parce que tu ne veux pas que tes enfants soient humiliés. Et que du coup, ils soient ouverts à une autre valeur. Mais pour l'instant, ce n'est pas une position humiliante. Dire « je suis musulman » ou « je suis catho », ce n'est pas une position humiliante. Et ça devrait l'être, parce que « je suis musulman, je suis catho », ça sous-entend « je suis contre les droits des homosexuels ». Je suis contre l'égalité homme-femme. Je suis contre, tu vois. Ça doit être quelque chose, tu dis non, c'est pas confortable. Ça c'est mon avis personnel. Et c'est pour ça que je dis souvent quand il y a des cathos qui viennent et qui me disent non mais nous on n'est pas comme l'islam, on est une religion de paix et d'amour et Jésus est paix et amour, contrairement à Mohammed qui est violent et barbare. Bien sûr que c'est deux religions différentes. Tu peux hiérarchiser toutes les religions du monde en termes de violence. Il y en a une en haut et une en bas. Mais vous préparez le terrain pour les religions plus violentes parce que vous utilisez les mêmes mécanismes. Et donc, les religions plus violentes peuvent se légitimer en disant « Regardez, ils font la même chose que nous, même si vous êtes beaucoup moins violents. » Alors, je me permets de prendre la parole. Je te préviens, moi, je vais pas tarder. Je me donne encore une petite demi-heure. Donc, si on veut aborder un dernier thème. Pas de plaisir. Mais ça, c'est marrant parce que à droite, la droite catho avait trouvé renaissance sur Internet, sur YouTube, surtout en disant puisque les musulmans nous imposent un peu de violence et le fait de retour. Enfin bon, bref, c'est un pressing pour que les musulmans gagnent sur le territoire. C'est en ressuscitant le catholicisme qu'on va pouvoir tanker l'émergence de l'islam qui, elle, gagne du terrain. Et là, tu es en train de nous dire, c'est la renaissance du catholicisme, en fait, prépare le terrain. C'est drôle parce que là, c'est vraiment deux visions qui s'opposent. Je vais y réfléchir à ça parce que, bon, moi, l'idée de absolument se tourner vers Dieu, donc Jésus, on va dire, le Dieu Jésus, parce que il y a de la violence de l'autre côté, ça me semble pas être une super démarche. Je trouve pas. Moi, j'aime bien le Christ, j'aime bien l'idée, j'aime bien la méditation, j'aime bien les églises et tout.
J'aime bien la foi même, hein, un islam qui serait modéré, moi, ça me va, tu vois. Et par contre, l'idée de, ouais, on va commencer à prier parce que comme ça, on va pouvoir rentrer dans la gueule de, non, si c'est juste si c'est juste pour faire la sécurité, ouvrons juste des sécurités privées, quoi. Devenons flics. Ça sera beaucoup mieux, si c'est une histoire de sécurité. Mais l'idée, c'était, parce qu'en fait, il y a toute une thèse, là, tu sais, les églises se vident, donc, la nature a horreur du vide, donc l'islam remplace. Tu sais, c'est un peu, mais il y a un peu de vrai là-dedans. C'est les églises chutent parce qu'elles sont mal entretenues parce que personne n'y va. Et donc, bah, par contre, les mosquées montent. Enfin, tu sais, il y a des mosquées de partout. Bon, après, je sais pas ce qu'il faut en déduire, hein. Il y a peut-être de la réalité là-dedans, mais c'est marrant que tu dises que c'est l'inverse, que plus il y a de Bah oui, tu sais, spécialistes. pourquoi tous les pays musulmans sont des trous à merde? Et pourquoi dans les pays musulmans, on est passé par exemple en Algérie de 100 000 juifs en 1950 à 100 juifs aujourd'hui? 100 000 à 100. C'est pas parce qu'on a une population de terreaux. L'islam, ça fabrique pas nécessairement des terreaux. C'est une usine à terreaux, ça en fait quelques-uns. Mais ça fabrique surtout des individus passifs face à l'injustice. Pourquoi? Parce que quand tu es musulman, t'as pas besoin de rendre justice de ton vivant, vu qu'Allah il rend justice quand t'es mort. Quand tu es musulman, l'ignorance est une vertu. Allah c'est mieux. Et la connaissance est presque un crime. Allah il dit même, ne cherchez pas des réponses à des questions dont la réponse pourrait vous déplaire. Donc même Allah il te dit, non mais c'est tranquille, reste ignorant. Donc tu es ignorant, t'attends la justice après la mort. Tu dois faire confiance aveugle aux dirigeants, parce qu'ils sont les représentants de Dieu sur terre. Le prophète Mohammed, il dit, obéissez aux dirigeants, même si c'est un noir avec une tête de raisin. Donc tu glorifies l'ignorance. Et donc, comment tu fais pour avoir des gens comme ça? Parce que c'est difficile de faire quelqu'un comme ça qui, si tu maries une gamine de 6 ans, ton voisin marie une gamine de 6 ans, tu dis, non mais je peux rien faire, Dieu l'a autorisé. C'est difficile de créer un être humain aussi passif. Eh ben, c'est plus facile quand ton voisin, qui n'est pas musulman, est comme ça aussi. Parce que ton voisin catho, peut-être aujourd'hui, il est moins violent. Historiquement, le catholicisme, ça a été une horreur, mais peut-être aujourd'hui, tu es moins violent. Mais tu légitimes quand même l'idée d'attendre une justice après la mort. Tu légitimes l'idée de l'ignorance. D'où vient la vie? Oh, bah, tu sais, c'est Adam et Ève. Adam, il a baisé avec sa côtelette, ça a fait des bébés. Tu légitimes la glorification de l'ignorance. Et tu légitimes la soumission à une autorité. Non, mais le prêtre est un messager de Dieu qui nous transmet le message de Jésus. Une autorité qui n'est pas là, hein. Du coup, s'il y a un problème, tu peux pas te plaindre de l'autorité absolue qui n'est pas là. Et donc, comme ça, c'est normal chez les cathos, les musulmans, ils sont confortés dans l'idée que c'est quelque chose qui se fait. Ce n'est plus quelque chose de comment on dit, de novateur. Ouais, je vois, mais Et- c'est et vraiment ensuite- ton athéisme radical, ouais, mais je comprends. Et en plus, le religieux, qu'il soit juif, qu'il soit catho, qu'il soit autre, hein, qu'il soit témoin de Jéhovah, qu'il soit mormon, comme il a ces mêmes codes que le musulman, il se dit on se ressemble. Et donc, il va accueillir le musulman. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on a eu 53 pays musulmans dont on a viré tout ce qui n'est pas musulman. Il n'y a plus aucune religion. Hein. Il n'y a personne ne peut citer une seule religion de l'Algérie avant l'islam. Aucune. Personne ne peut en citer une. Alors, la seule religion qu'on se souvient, c'est l'Égypte, parce qu'il y avait les pyramides, parce que on connaît. Non, il n'y a pas des Assyriens, je sais pas quoi, là, le truc avec le. Comment il s'appelle Gilgamesh, là. Ouais, mais tu sais même pas ce qu'il fait, tu sais même pas il a combien de bras, le mec, tu sais rien, tu vois. Donc, Moi, ça m'avait fasciné, cette. donc ça fait de toi oui, une en effet, population qui accepte les musulmans, et petit à petit, les musulmans te remplacent. Donc, tu es toi-même ton problème, parce que tu crées le milieu dans lequel on accepte cet abrutissement. Mais moi, je l'accepte pas. J'accepte pas qu'on réveille de force des gens à 4 C'est heures marrant, du moi, matin. je suis obligé de défendre les chrétiens, de me faire leur porte-parole alors que j'en ai pas le souhait, mais eux, ils disent que c'est, je sais plus quel prétexte ils ont, mais que c'est la laïcité qui a permis l'arrivée de l'immigration et de l'installation de l'islam. Et donc comment ils disent putain, c'est vieux ces discours, je les ai pas entendus depuis longtemps, mais que c'est justement l'athéisme radical qui a permis l'arrivée de l'islam. Mais en fait, ça serait plutôt être faux cul, en vrai, parce que c'est vrai que les laïcards ont demandé aux Français d'arrêter d'être chrétiens et ont ridiculisé les chrétiens à travers la télévision et la pop culture. Mais en contrepartie de quoi, ils n'ont pas ridiculisé les musulmans et ils ne sont, parce qu'on avait vu avec Mélenchon qui était au début anti-musulman, puis maintenant il est tolérant musulman mais intolérant envers les chrétiens. Comment tu interprètes ce truc? Parce que c'est vrai que nous, les chrétiens, enfin d'origine, hein, mais je sais que les chrétiens se sont fait moquer à la télévision, etc. Un peu des injonctions à l'athéisme.
Et finalement, les musulmans n'ont pas eu le même traitement au début. Et puis après, ça s'est arrêté assez vite puisqu'ils ont tué des mecs, Charlie Hebdo, etc. Ouais. Les mecs se sont calmés assez Il rapidement. y hein. a, en fait, il y a deux éléments. Le premier, c'est que je vais te dire un truc sur la vie privée de Mélenchon et tu l'auras entendu ici avant de l'entendre dans la presse. Mélenchon, pour se marier à Chikirou, a fait une conversion à l'islam. J'en suis sûr à 100%. Parce que tu peux pas épouser une musulmane si t'es pas musulman. Et donc, si c'est une musulmane qui vient d'un pays d'Afrique du Nord, la loi te dit tu dois te convertir. Donc, tu te convertis et comme ça, tu peux l'épouser. J'en suis sûr à 100%, mais je suis le seul qui y croit. Et du coup, il a ce qu'on appelle l'effet Apple. Quand tu achètes un téléphone Apple à 1400 euros, nécessairement, le téléphone, c'est le meilleur téléphone du monde. Parce que sinon, tu es un gros con. Et donc, quand tu t'es converti à l'islam, nécessairement, l'islam, c'est la vérité. Sinon, tu as pris une décision de con. Et donc, c'est pour ça qu'il est en train d'encenser l'islam et de retourner le truc. Le catholicisme, ils comprennent rien. L'islam, ils sont tolérants. Alors qu'il a vraiment, il a rien lu. Mélenchon, récemment, il nous encensait. Comment il s'appelle là Malek, de l'école malikite. Il nous dit, oui, l'islam est malikite, c'est un islam tolérant. L'imam Malek, c'est un des grands penseurs de l'islam. C'est un pédocriminel. C'est un assassin. C'est un esclavagiste qui a écrit noir sur blanc dans ses livres « J'adore baiser des enfants ». Genre, il a écrit noir sur blanc, tu vois. Je sais pas ce qu'il faut de plus, Mélenchon. Je sais pas ce qu'il faut de plus. Et donc, ce phénomène, ce processus, c'est un processus humain qui consiste à se croire plus intelligent qu'on est et meilleur que les autres. Il y a beaucoup d'êtres humains. Et c'est un réflexe évolutionnaire. C'est parce que tu penses comme ça que tu survis dans la jungle. Mais Mélenchon, il pense qu'il peut instrumentaliser l'islam et sortir gagnant. Et ben moi, je vais te dire qui a pensé comme ça. Les chrétiens libanais ont pensé comme ça. Résultat, ils se sont fait virer de leur pays. Tous les chrétiens libanais ont quitté le Liban. Tous les non-musulmans algériens ont pensé comme ça. Résultat, il n'y a plus que des musulmans en Algérie. Les Iraniens ont pensé comme ça. Les gauchistes qui ont aidé leur renverser le Shah en Iran, ils se sont fait pendre haut et court le lendemain. Aujourd'hui, les survivants de ce massacre des années 70 en Iran, ils sont à Paris. Les mecs du parti communiste iranien qui ont aidé les islamistes arrivés au pouvoir en Iran, les survivants, c'est-à-dire il doit en rester quoi, un dixième, ils sont à Paris. Les autres, ils étaient pendus en Iran. Il y a 53, je peux te donner 53 exemples, vu qu'il y a 53 pays musulmans, où il y a des mecs qui ont pensé comme Mélenchon et qui se sont foirés. Et comme Mélenchon, il est humain, il pense qu'il est plus intelligent que ces 53 mecs. Et qu'il va faire Nasser mieux. aussi. Nasser aussi en Égypte. Nasser en Égypte, pareil. Il a fait pareil, il est mort. Mais résultat, l'Égypte, 60% de population en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire qu'ils mangent pas à leur faim, ils boivent pas à leur faim. 95% des femmes égyptiennes sont excisées. C'est l'enfer. L'Égypte, c'est l'enfer sur Terre. Genre, Mélenchon, il est comme tous les êtres humains. Il pense que lui, il va pas se faire avoir. Mais c'est pas important. Mélenchon, il va peut-être se faire avoir, peut-être pas. Mais quand il sera mort, il a pavé le chemin. Et c'est toujours le même délire. Je prenais l'exemple de Mélenchon pour aller au bout de... En fait, pour moi, Mélenchon, de ce que je comprends, c'est quand même la fin, c'est le point final de la tentative de laïcité politique de gauche. Bon. Et qui finalement se retourne à l'inverse. Et du coup, toi, t'aimerais ressusciter une laïcité de gauche. Ou non, une laïcité tout court, même pas de gauche d'ailleurs. Juste une laïcité française qui permette de faire sortir un maximum de la population. Mais tu peux pas faire sortir les gens de la religion et du concept religieux, c'est pas possible. Si, tu peux. Mais la question, c'est pas de les faire sortir. Pas une population générale, en fait. Pas tout le monde. Si. En fait, je pense qu'on est des êtres humains, donc on a une échelle de temps un peu limitée. Toi, tu vis, t'es né récemment et tu vas mourir à 90, 100 ans, je te le souhaite en très bonne santé. Mais en fait, il faut comprendre que la religion a, 50 000 ans d'expérience. Attends, juste 2 secondes, je réponds juste à un truc, un commentaire. Teddy veut rester vague parce qu'il a plein de bigots qui le suivent. Non, je suis pas suivi. Mon audience, je l'ai dit au début, donc je le rappelle. C'est juste des classes moyennes ouvertes. Il y a des gens qui sont religieux, d'autres non. Des gauchistes, des droitards, des noirs, des blancs, des jaunes. Je suis assez diversifié, vous en faites pas. J'ai bien une parole libre et c'est juste que c'est pas mes thèmes de prédilection. Donc je pose des questions, j'apprends, je regarde un peu comment ça se passe. Sur tout ça. Oui, merci, c'est un plaisir de te parler. Je donne. D'ailleurs, si tu poses des bonnes questions, du coup, je peux donner mes réponses. C'est sympa. Finalement, c'est mon interview. On aurait dû faire ça chez toi. Mais après, tu peux rebondir sur ce que je dis, ce que tu en penses. Mais tu m'as dit, est-ce qu'on peut faire apostasie ? Non, on n'a pas d'expérience. Les religions ont 50 000 ans d'expérience d'abrutissement des masses. L'Occident a environ 100 ans d'expérience de l'école obligatoire. 100 ans d'expérience de l'éducation, tu vois. L'éducation, c'est vraiment l'anti-religion par excellence.
Et c'est juste qu'on n'a pas assez d'expérience à éduquer des populations à se protéger contre l'abrutissement héréditaire religieux. Mais t'as pas besoin de faire sortir les gens. Les gens sortent, tu sais. La preuve que les gens sortent, c'est qu'on n'a plus personne qui croit en Zeus ou en Jupiter aujourd'hui, ou en Isis ou en Ra. Les gens sortent de la religion. Et avec l'éducation, ce phénomène va s'accélérer. Il va s'accélérer beaucoup. Moi, et tu sais, la tolérance envers des religions intolérantes, c'est la fin. C'est la fin des sociétés. Et je dis pas ça parce que je fantasme, je dis ça parce que je l'ai vu dans tous les pays musulmans. Tous les pays musulmans sont devenus des trous à merde mafieux où les populations sont volées, écrasées. Vraiment, au Maroc, t'as pas de retraite. Tu comprends? C'est-à-dire quand tu peux plus travailler, t'es un vieux, t'as des rhumatismes, t'as mal au dos, t'as peut-être un début de cancer, je sais pas, et t'es assis dans le marché à vendre, tu sais, des petits paquets de mouchoirs là. Tu sais, un petit paquet de mouchoirs comme ça, et tu sais même pas pourquoi tu fais ça. Tu vas rien manger avec ton paquet de mouchoirs. T'en vends même pas un par jour. Qui achète des paquets de mouchoirs dans la rue? Parce que t'as pas de retraite, c'est la misère totale, c'est la pourriture totale. Et les gens, ils pensent que parce qu'on a fait ça 53 fois, si on tolère ça chez nous, on n'aura pas le même résultat. Parce qu'on pense que nous, en tant que Français, en tant que, je sais pas, Occidentaux, on est supérieur, on est meilleur, on est plus intelligent qu'un Arabe ou qu'un Africain ou qu'un... Non, non, non. Tu tolères les mêmes bêtises, tu obtiens le même résultat. Et les sectes religieuses, elles savent ça. Et c'est pour ça qu'ils essayent de faire pousser des mosquées. C'est pour ça qu'ils se battent corps et âme pour que toutes les femmes soient voilées. C'est pour ça qu'ils se battent corps et âme pour qu'il y ait des appels à la prière dans la rue. Parce qu'ils ont vu que ça a marché 53 fois chez des gens un peu trop mous et tolérants. Alors, j'ai une question, vu que toi, tu as les deux pieds dedans. Bon, il y a tout le mécanisme d'apostasie, l'apostasie que vous proposez, ou en tout cas de réflexion autour de l'islam pour s'apostasier. Mais moi, j'ai une intuition quand je vois les jeunes de 3e ou 4e génération, arabes, noirs, bon, les asiatiques, ils sont pas trop, mais quoique, ils changent aussi de comportement au bout de 3-4 générations. En fait, quand les parents, ils ont des titres de propriété, ils ont tendance à être assez aisés pour commencer à offrir des objets de grande distribution à leurs enfants, donc des Pikachu, des mangas, des trucs comme ça. Et on observe qu'en fait, non mais les des jeunes... Pikachu, je suis désolé, mais c'est tellement une expression de daron boomer qui comprend rien, tu vois. Ouais, je sais, Il est pas mal ton petit Pikachu. Je sais, c'est de là que je le tire, j'adore ça. Tes petits Pikachu, je kiffe. C'est moi, comme quand moi, ma je fais grand-mère, l'inverse. C'est comme les dessinateurs comme toi de BD. Je fais, oh, t'es petit Mickey. Et ma grand-mère, c'était pire, elle dit, fais tes jeux vidéo pour que je dessine. Tu vois, ça, alors là, on était dans le délire, tu vois. Et, mais je suis fan, moi. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que comme les enfants semblent être baignés entre à la fois un peu d'islam mais un peu moins parce que leurs parents ils sont propriétaires, ils bossent beaucoup, tu sais, ils arrivent à la classe moyenne donc ils sont moins présents au foyer. Du coup les gosses ils sont plus sur internet, plus sur leurs jeux vidéo. Du coup le peu qui reste d'islam, j'ai l'impression qu'il disparaît de génération en génération et ça rentre dans la classe moyenne culturelle et au bout d'un moment à l'âge de 20 ans, c'est bon, est-ce que je prétends un salaire de 2006 en continuant mes études et puis il y a des nanas à baiser, elles sont trop bonnes dans les bars. Et puis merde, putain, une bonne bière. Ou est-ce que je vais dans l'islam? Et j'ai quand même l'impression, j'ai pas de stats, moi j'ai plus les pieds dans les rues, je suis plus avec des jeunes, mais je vois quand même de plus en plus de jeunes, et même des filles avec le voile qui sont dans des cafés, en train de travailler sur des trucs d'intelligence artificielle, et on sent qu'en fait, à l'usure, ils vont juste lâcher l'affaire, non? Avec l'islam, il y a même pas besoin de les convaincre, non? Oui, et Ça, non. ça devient plus qu'un vague truc culturel comme ma mère allait à l'église une fois par mois, ou même pas, une fois tous les 2 mois, quoi. Alors oui et non, Non mais c'est le processus normal. C'est qu'une fois que tu as normalisé cette injustice, parce que le voile de la femme, c'est une injustice, hein, c'est Oui. l'infériorisation de la femme dans l'espace public. Une fois que tu as normalisé que les gens acceptent qu'on retire des droits, mais aussi que tu vois quelqu'un à qui on a retiré un droit, parce qu'une femme, elle a le droit d'être belle, elle a le droit de montrer ses cheveux. Non, dans l'islam, c'est interdit. Une fois que tu as intériorisé le fait qu'on retire le droit à quelqu'un d'autre, bah, tu deviens quelqu'un prêt pour la dictature. Quelqu'un prêt pour les dictatures, c'est littéralement quelqu'un qui accepte qu'on retire des droits aux autres. Tu connais je pense que tout le monde connaît ce poème qui disait « Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, j'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les juifs, j'ai rien dit, j'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les médecins, j'ai rien dit, j'étais pas médecin. » Et la liste, elle continue comme ça. Et quand ils sont venus me chercher, il y avait plus personne pour se plaindre. Et c'est ça. L'objectif, c'est juste de normaliser chez les populations qu'on leur retire des droits. Parce que ça fait des populations... Quand l'extrême droite arrive au pouvoir, quand la dictature, quand le fascisme arrive, elles ne réagissent pas parce qu'elles sont habituées à ce qu'on leur retire des droits et qu'on les humilie. Et du coup, c'est ça qui se passe. Toi, tu les vois dans des cafés, tu les vois heureux et tout, mais c'est pas grave parce que tu as normalisé l'idée que les droits se retiraient. Et la génération qui ne trouvait pas ça normal meurt,
Et à ce moment, cette génération qui a accepté qu'on lui retire des droits, bah, il se passe ce qui s'est passé en Algérie. Les islamistes arrivent et toute femme qui n'est pas voilée dans la rue, ils lui coupent la tête. Et 30 ans plus tard, bah, toutes les femmes algériennes sont voilées. Tu vois, c'est un truc en fait qui Oui, en fait, le joue truc, sur... c'est que quand bien même ils se fondraient dans la classe moyenne, qu'il y aurait une réaction violente de la part des extrémistes pour les ramener, pour ramener le bétail au foyer, quoi. Et surtout, c'est un investissement sur 2 générations. C'est ça qui est important. La génération Ah qui oui, peut bah, de toute résister façon. est morte. C'est toujours Mmh. comme ça. En Égypte, partout, ça a pris 50 ans environ. Tu vois. Et c'est toujours ça. Le fond du problème, c'est tu ne réagis pas quand on retire un droit à ton voisin. Parce que la prochaine étape, c'est tu réagis pas quand on te retire un droit. Et Ouais. donc, et vraiment, moi je le dis, le premier droit, quand tu circoncis de force un gamin, tu lui retires le droit de choisir de quoi faire de son corps. Et bah tu réagis Oui, pas bien quand sûr, on bien sûr. retire un droit. Quand tu réveilles de force, attends, je te le remets, ça fait plaisir avant que tu partes. Faire des cauchemars. Quand tu réveilles de force quelqu'un tous les jours de toute sa vie, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de pause samedi, il n'y a pas de pause dimanche, il n'y a pas de pause des jours fériés, tu lui retires le droit de dormir et d'avoir la paix. Et quand les gens ils sont habitués à ça, et ben la dictature elle vient. Ça marche tout le temps comme ça, tout le temps, tout le temps, Ouais. tout le temps. Alors que toi t'es pas habitué à ce qu'on te retire des droits. C'est-à-dire que même pour le vaccin, je suis un défenseur du vaccin, hein, que tu prennes le vaccin Covid. Dès qu'on te dit on va te retirer le droit de décider si tu peux te vacciner ou pas, t'as pété les plombs, tu vois. Tu Oh, c'est pas t'énerves, péter les t'as dit. plombs. Oui, enfin, oui, mais en tout cas, j'ai Ouais, dit oui, non. tu vois, ça, t'as dit non, tu vois. Oui, oui. T'as tenu tête, tu as questionné. Et le fait que tu questionnes, bah t'étais pas vraiment inquiété, tu vois. On t'a pas dit on va te mettre en prison parce que tu questionnes ou quoi. Et une population Je comme te dis, toi... on commençait à être pas loin, hein, Ah, j'étais c'est vrai méfiant. Mais oui, oui. Bon, bah, une population comme Excuse-moi, toi, bah, ça a c'est commencé plus sain. ça a commencé très rapidement sur la censure, hein. Déjà, t'avais pas le droit de questionner sur Internet. Après, je connais pas. Mais c'est quand même plus sain quelqu'un comme toi qui réagit quand on lui retire un droit et que quelqu'un qui l'accepte. Et être Mais c'est pour acceptant... ça, c'est marrant que on finit comme on a commencé, mais c'est vrai que c'est drôle parce que ce truc du vaccin Covid, tu vois, c'est pour ça que je te disais que c'était des réactions sectaires, qu'il y a eu des réactions sectaires, que l'État a commencé à ressembler à une dictature, etc. Alors c'est pas forcément l'État, mais quoi qu'un peu, mais tu vois, on a commencé à questionner le truc, on a commencé à se faire censurer directement. Il y a une injonction mondiale et tu vois, c'est drôle. C'est ce que tu dis là sur l'islam et sur les mécanismes, ça quand même pour le Covid, je te dis c'est pour le truc médical, je remets pas en doute le truc ou en tout cas c'est pas que je remets pas en doute, mais c'est pas la question que je pose. Et pour les conséquences médiatiques et politiques du sujet, c'était quand même un truc de fou, hein. On a frôlé mais bon, c'était peut-être qu'une erreur. En tout cas, ça a donné un avant-goût de ce qui est possible en France, hein. Ça peut partir vite quand même, hein, la dictature. C'est à mon avis. Bah, Mais bon. ça peut partir vite et du coup, il faut fermer toutes les portes tout le temps. Non, mais t'as raison. Voilà, on conclut comment? T'as encore combien de temps? Est-ce que tu veux parler à mes abonnés? Est-ce que tu veux lancer un dernier sujet? Est-ce que tu veux conclure et partir? Je peux faire. Moi, j'ai jusqu'à 10 minutes de marge, mais après je bouge ou 5 minutes, un truc comme ça. Bah, du coup, 10-5 minutes, du je te coup, laisse un sujet libre pour toi. Ouais, bah moi, comme il n'y avait pas de sujet de base, je me suis préparé à rien. Je suis venu en invité rigolo parce que tu m'as dit on échange, ou c'est ce qu'on a fait. Apparemment, les gens, ils ont bien aimé. Moi, alors, tu sais ce qui m'a. Tiens, je vais te dire moi un sentiment pour conclure. En fait, juste avant que je vienne, j'ai écouté 5 minutes là du truc, et en fait, c'était un live un peu à l'ancienne parce que j'écoute de plus en plus vos lives où il y a les débats. Donc là, la moitié de ce que tu as dit, en fait, je l'avais déjà entendu. Le truc les religions vont s'essouffler. Tu sais, ça, c'est une vachement bonne théorie, ce truc de Zeus a disparu. Donc en fait, j'ai vu que tu avais pris un musulman. C'était, je sais plus avec peut-être la fille dont je me rappelle plus le nom. Cassius l'a dit. Et il y avait un musulman, tu débattais avec lui et tu lui disais, mais de toute façon, Zeus, plus personne pratique, et ce sera pareil pour le Coran, plus personne pratiquera pour Allah, etc. Donc j'avais vu cette mécanique de l'histoire qui serait une dynamique du souffle. C'était un peu Nietzsche, hein, je crois. Hein. Le souffle de Dieu qui s'éteint là. C'est un peu la lecture de Nietzsche de l'histoire. Hein. De toute façon, mécaniquement, les croyances s'essoufflent. Et donc après, elles seraient remplacées par une autre croyance. Et toi, tu penses que, en fait, après l'islam, c'est fini? Non, c'est toujours remplacé par une autre croyance, mais plus les gens sont éduqués, plus ils vont résister à l'abrutissement, tu vois. Et ça va être des croyances plus light. Genre, historiquement, toutes les croyances ont été faites pour motiver un paysan à poignarder son voisin, tu vois. Maintenant, c'est plus fait pour le pognon et le sexe,
Même si Mmh. au Moyen-Orient, c'est encore pour poignarder son voisin. Mais tu vois, ça va se démocratiser finalement. Il y aura toujours des escrocs, hein. Le Japon, c'est un excellent exemple de ça, hein. Ils vendent de l'eau magique, ils vendent... Ouais, ouais, les Et sectes. il y a toujours des gens qui vont parasiter la misère du monde et qui vont parasiter la crédulité. Moi, Et ça devient plus un système d'État, quoi. je veux juste réduire ça. Je veux juste qu'il y ait Mmh. moins de victimes et moins de souffrances. Et pour ça, il faut que les gens... Et on ne peut pas protéger les gens. Il faut que les gens soient équipés. C'est comme la pédocriminalité. Tu ne peux pas protéger tous les enfants. Il faut que les enfants soient équipés pour dire non, il y a un problème. Tu vois, et que j'appelle à l'aide. Et Ouais, c'est vraiment pour moi, intéressant. une société idéale, c'est une société où tout le monde est suffisamment compétent pour remplacer le président. Enfin, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Je suis désolé, hein, j'ai pas été là pendant au moins 10 minutes, j'avais un coup de fil, mais c'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est pas que l'État qui doit te protéger, c'est pas que toi qui dois avoir des armes, c'est qu'il faut faire un bon mélange des deux. Oui, il faut Mais un on a compromis. souvent voilà, il faut un compromis, chose due. Et souvent, on oublie que effectivement, l'éducation est une arme de défense massive en soi. Pour C'est moi, clair. Ouais, ouais. il faut... Bah, il après, faut- je te dis, en fait, le truc, c'est moi, pour conclure, c'est éducation, sécurité, justice, c'est les solutions. Le budget, c'est la solution, mais le budget en France n'est pas mis. Du coup, ça crée de l'impatience légitime. Les gens ne semblent pas... on n'a pas beaucoup de solutions là pour 2027. A priori, tous les candidats, ça va être encore de la dépense publique comme d'habitude. Pour l'instant, il y a un nœud politique qui est assez catastrophique. Et pour l'instant, ça va arroser, ça arrosera toujours tout le monde, hein. Monter des croyances, monter du racisme, monter de la pauvreté, tout va aller de pair tant qu'on n'a pas des gens qui savent calculer, hein, ou qui se proposent d'être autre chose que des représentants de je prends le fric, je m'amuse bien et puis ciao, quoi. C'est assez catastrophique. Mais oui, en effet, éducation, sécurité, tout ça, c'est le budget, hein. Ça, moi, tu sais, je suis de plus en plus pragmatique, hein. Pognon, pognon, pognon. Et quand tu payes, les gens font bien le travail. Donc, tu sais, là, tu Non, sais, il y moi, a une ce fois, j'ai truc payé, des- c'était mal fait, hein. Ouais, ça arrive, mais tu sais, les profs, là, en ce moment, ils tombent en dépression, etc., parce qu'il n'y a pas de budget, en fait. Il n'y a pas Non, Toi assez aussi, de c'était à profs. 24 ans, Il y a- du coup? Comment? Non, je disais à Ali Babal, toi aussi, c'était à 24 ans, du coup? Oui, oui. Non, mais je suis C'est d'accord. une Le blague. métier de prof doit vraiment être revalorisé. Non, non, mais il faut de la sécurité. En fait, le truc, c'est que le métier de prof, c'est un métier où il y a 40 élèves par classe, où les mecs sont pas très bien payés, ils sont bien payés, mais pas très bien payés pour ce qu'ils font, où ils ont pas le temps, où il n'y a pas de budget dans la structure, donc il faudrait le double, et où il n'y a pas de sécurité garantie pour les profs. Mais Et en moi, plus, ils sont traumatisés parce qu'il y a un prof qui s'est fait couper la tête, je ouais, sais pas, au t'inquiète. niveau des censures. Et donc, du coup, ils restent traumatisés de ça. Et là, il y a rien qui est proposé pour eux, donc ils vont en arrêt maladie, donc il y a encore moins de profs, donc il y a encore plus d'élèves par classe, donc il y a encore plus de violence et on se sent pas. Et c'est un enfer. Et là, c'est vrai que c'est budget, mais budget plus sécurité, plus tri à la frontière, etc., etc. Enfin, et visiblement, vous n'êtes pas du tout en désaccord avec ça fait plaisir, hein. Et vous avez les bons mots, hein, pour les trucs sur l'islam, etc. Moi, je serais incapable de parler à la place des Arabes ou des musulmans, hein. J'en ai aucune idée. Je sais pas ce qu'ils vivent. Nous, tout ce qu'on voit, c'est wesh, t'as pas une clope, vas-y, nique ta mère. C'est tout ce qu'on dans les rues, c'est tout ce qu'on voit ou qu'on subit et qui nous donne la mauvaise image qui fait que le Français moyen, il se dit bon allez, j'en ai ras le cul, quoi. Tu vois, c'est le reste, comme il n'y a pas beaucoup de stats, pas beaucoup d'informations. Mais bon. Je pense aussi que Tu veux dire un truc? Pardon. Non, j'allais dire dis wallah pour voir, t'es dit. Non, c'était. Dis voilà, Sartek la coupe. Je pense aussi qu'il y a... J'ai toujours dit dans mes lives, c'est que l'islam et le fascisme de manière générale grandit dans le silence. Et c'est pour ça que pour moi, les gens doivent parler. Et j'ai remarqué que les gens qui se revendiquent de gauche isolent les gens avec qui ils ne sont pas d'accord. Et c'est très, très malsain. Parce que dans le silence, tu ne peux pas confronter les idées, tu ne peux pas Ah oui, c'est sûr. grandir et tu ne peux pas apprendre. Et 100% des mecs qui ont détruit des populations, assassiné leur propre peuple, étaient des gens qui étaient persuadés d'avoir toujours raison. Et c'est pour ça, moi, j'invite tout le monde, hein. Les gens ils me disent, ouais, pourquoi t'es un 3 d'art, tu vas sur CNews, tu vas chez Vincent Lapierre, tu parles à Teddy Boy. Ben, c'est pas ça, c'est pourquoi c'est seulement les gens que vous voyez négativement comme des droitards qui acceptent de dialoguer.
Moi, je suis tout le temps là. Le live, il est ouvert. Je dis pas si vous êtes de gauche, de droite, si vous êtes musulman, juif. Enfin, si, je dis si vous êtes musulman parce que je donne la priorité aux musulmans. Mais le live est ouvert. Tu montes et tu partages tes idées. Si tes idées sont pertinentes et que tu as bons arguments, bah, je te suis. Et les gens qui refusent ce dialogue et cette amélioration, bah, ils sont dans le même mindset que l'islam. Tout est parfait depuis 1400 ans. Pourquoi on va dialoguer et essayer d'améliorer? Mais mon pote, on a des problèmes inédits. Donc il y a personne qui sait comment les gérer. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre si je vais conclure, parce que là aussi, pendant que j'écoute, moi, j'analyse des trucs pour essayer de. Il y a. En fait, on pense que surtout la gauche pense que les Français ont besoin d'argent. En fait, un Français moyen, c'est un Français qui bosse. On est 33 millions d'actifs à cotiser, Français, je veux dire Français de toute origine, hein, la noir, arabe, chinois, machin, blanc, n'importe quoi. Mais il y a 33 millions d'actifs, et donc c'est 33 millions de votants, et il y a d'autres votants. En fait, les Français, ce qui les intéresse le plus, c'est quand même la sécurité. Les gauchistes comprennent pas ça. Pourquoi ils sont obsédés par la sécurité? Mais parce qu'en fait, travailler, ils le font ou ils vont le faire. Ils sont pas inquiets de travailler. Ils posteront des CV, ils poseront des CV s'ils sont au chômage, et ils sont déjà en poste. Ce dont ils ne peuvent pas s'occuper, c'est de la sécurité. L'argent, ils en trouveront. Tu sais, les actifs, ils savent qu'ils vont bosser. Ou ils bossent déjà. Par contre, la sécurité, ils peuvent pas bosser, s'occuper de leur famille et s'occuper de la sécurité avec des gens dont ils ne comprennent pas la langue parfois ou la culture, ou à qui on les renvoie, vous êtes raciste monsieur, genre faites moins de bruit s'il vous plaît, vous êtes raciste monsieur, et ça en fait ils peuvent pas s'en charger. Ils payent des impôts pour se décharger de ce problème. Et quand si des gens de gauche ou des immigrés se posent la question de pourquoi les Français sont ce point-là obsédés par l'immigration et la sécurité, c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas se charger de ça. Ils sont pas formés à la bagarre, ils ont pas le droit d'ailleurs, ils sont pas formés à mettre une rue en sécurité, et ils ne sont moins inquiets, parce que tu sais, les gauchistes disent tout le temps, ils s'en foutent de l'économie, il faudrait qu'ils s'occupent de l'économie et de la pauvreté. Ils ne sont pas pauvres, les votants. Ils ont confiance en eux, en fait. C'est pour ça qu'ils s'intéressent, ils ont besoin d'un président qui leur dit, je vais m'occuper de ce dont vous ne pouvez pas vous occuper. Moi, ça me semble... Il y a un autre point, je pense, qui est que, est-ce que mettre un autre en situation d'insécurité est une position suffisamment inconfortable et dégradante, humiliante aujourd'hui? Alors qu'il faut que ce soit ça. Que mettre les autres en position d'insécurité soit tellement handicapant que tu n'aies plus envie de le faire. Ah. Est-ce que c'est le cas ou pas? Et j'ai l'impression que les gens qui se plaignent de la sécurité, bah, c'est pas le cas. Pour eux, on peut te mettre en situation d'insécurité et rester fier, la tête haute, tu vois. Genre les dealers... Bah ça, c'est bien vu en banlieue. C'est très bien vu en banlieue de mettre en insécurité les gens. C'est vu comme étant un caïd, un puissant. C'est ça. Voilà, c'est complexe comme situation parce que les mecs qui mettent l'insécurité... En fait, les gars qui jouent au caïd, c'est simplement parce que s'ils jouent pas au caïd, eux, on les bolos en interne. Donc ça, c'est le problème. Hein. C'est en fait, si t'es pas fort, on te massacre. Donc en fait, ils sont les premiers, mais c'est le truc de la victime là. C'est d'abord les premières victimes de violence qui deviennent en fait les bourreaux. Bon, on connaît le mécanisme. C'est par peur en fait qu'ils produisent de la violence. Moi, j'en suis convaincu. Hein. Ouais, c'est pour ça, en un sens, il a un peu raison Macron, et moi je le pense toujours, c'est seuls les forts peuvent se permettre d'être faibles. C'est parce que t'es fort que tu peux te permettre le dialogue, la paix. Oui, complètement. Et en même temps, si t'es fort, bah, tu peux écraser l'autre. Donc il faut un pays fort et qui ait des institutions qui se contrôlent. Mais je pense que, de toute façon, on est en bon chemin. De mon point de vue, je sais que c'est un peu... je suis pas dans les cités, je vis pas ce que vous vivez, les gars, mais de mon point de vue, je pense que l'insécurité a beaucoup baissé sur les dernières années. Bah, moi, ces 3 dernières années, je suis revenu en France, c'était pas aussi intense qu'avant. Il y a quand même eu je sais plus comment vous dites pour quand on perd la vie là. Des meurtres là. Ouais, des meurtres. Ouais, bon, alors, j'ai le droit. Bon, alors il y a quand même eu un meurtre à ma fenêtre un samedi soir. Mais est-ce que c'était toi? Non, j'ai pas pu. Mais disons que avant, c'était vraiment toutes les semaines, t'avais une tentative d'enlèvement dans un coffre. Beaucoup de spots de deal bruyants, etc. Là, c'était, franchement, ces 3 dernières années, là, en banlieue, dans la mienne et dans pas mal d'autres, les spots de deal sont plus discrets, mais c'était aussi l'effet comment ça s'appelle? L'effet tu sais, des JO. Ils ont beaucoup nettoyé la région parisienne, donc c'est peut-être lié à Paris. Mais j'ai vu quand même beaucoup plus de discrétion dans les spots de deal, beaucoup plus de bonjour dans les bus, ça c'est hyper étonnant, mais un truc que j'aurais jamais imaginé, c'est les gens qui ont plutôt tendance à se dire bonjour. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont tellement devenus craintifs les gens les uns envers les autres, que maintenant quand ils rentrent dans les bus, ils se disent bonjour. Et donc du coup, ils sont plus paisibles.
Alors, c'est une impression, hein, mais la banlieue que j'ai vécue et le Paris que j'ai vécu là ces 3 dernières années, c'est pas du tout le même que celui quand j'étais parti de Paris il y a 5-7 ans, où là, ça avait atteint un pic d'intensité de violence incroyable. Bordeaux, ça avait atteint un gros pic d'intensité aussi, pareil, tentative d'enlèvement, etc. Et Toulouse. Viol dans les... Et Ouais. Toulouse. Mais là, je sais pas où ça en est non plus. J'ai l'impression que c'est plus calme aussi. J'ai l'impression. Ouais, Mais... le Capitole de Toulouse, c'est pas calme. Hein. Ah ouais. Non, c'est pas très calme. Mais il y a des zones, je crois, où c'est juste invivable. En fait, c'est devenu des zones invivables et des zones plus vivables, c'est ça? En fait, je sors plus énormément maintenant. Hein. Les rues de Toulouse ne sont pas sûres la nuit. Clemzy aime s'y promener. Oui, parce que Clemzy, il est fort et donc il a la possibilité d'agir comme un faible. Mais oui, non, j'ai un peu ce sentiment-là aussi, Babal, que c'est descendu en intensité, mais c'est aussi parce que je suis un peu plus vieux, je suis moins la cible. Ouais, aussi, ouais. Donc, j'ai le regard, voilà, ça t'emmerde pas des mecs. Donc, je sais pas. J'ai l'impression que ça va mieux. Un peu. Mais ouais, ils disent qu'il y a des zones invivables. Ouais. En fait, peut-être que la misère et la folie s'est regroupée dans des toutes petites zones et ça explose tous les jours, quoi, dedans, quoi. Ah, ouais, si je devais... Ah, attention, oui, vite fait. Deviens une femme et tu verras. Pour les femmes, c'est insoutenable tous les jours, en tout lieu et en tout temps. Alors, je rappelle, je suis un vrai féministe. C'est aussi pour ça que je veux la sécurité avant tout. Pour les femmes, je parle bien du point de vue d'un homme. Pour les femmes, c'est insupportable tout court. Ça, mais non, mais il paraît que maintenant, les femmes, quand elles se parfument, il faut qu'elles rasent les murs. Moi, je vois pas. Ouais, quand tu rases les murs, normalement, ça va, tu passes. Crème, ça passe steak. Hein. Justement, ça va être le sujet, la soupline halal, quand Teddy sera parti. Bah, voilà, je vais vous laisser faire ça alors. Ouais, je te laisse le mot de conclusion. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. Hein. Je découvre ton public en même temps. Ils sont sympas, hein. Vas-y, je te mets en gros oui, là, oui, comme des boomers. Achetez vos petits Pikachu. Bah écoute, non, franchement, merci Teddy, c'était sympa d'échanger avec toi. Je suis désolé, hein, c'était censé être ton invitation, mais c'est toi qui posais les questions, c'est moi qui répondais. Mais non, mais c'est parce que en fait, j'ai eu une grosse journée de travail et j'ai passé la majeure partie de ma journée à remplir ma fiche d'impôt. J'ai eu comme résultat 5K. Je suis un peu secoué. Je suis fatigué. Je sais que je dois 5 000 euros. Ouais, bah j'ai fait un beau chiffre d'affaires même. Mais c'est vrai que là, mon statut d'artiste-auteur, j'ai demandé. Et bon, bah, je vais me faire complètement baltrouiller. C'est pas 30% les impôts? En fait, c'est par échelle. Encore, il n'y a pas l'URSSAF, mais je veux pas rentrer là-dedans. Je vais. Ok, ça. Ouais. De toute façon, t'as passé la journée dessus. C'est de toute façon, tout est prêt. J'avais mis 30% de côté. Les ça abonnés, va. J'ai tanké, mais bon. Si vous voulez soutenir Teddy dans les paiements de sa fiche d'impôt, n'hésitez pas à faire un don sur mon live YouTube. Ouais, voilà, c'est ça. T'étais caché derrière ta fiche d'impôt. Ah ouais, là, c'était le baltrou qui était caché derrière la fougère, là même. Ok. Bon, c'était vraiment sympa. Je te dis à la prochaine. Une prochaine fois, on débat. Ouais, on débat d'un truc. Moi, sur un truc où on est désaccord. On trouve un point de désaccord et on débat. Super. Je suis à ton service. C'est toujours très agréable d'échanger avec toi. Hein, donc à refaire. Et enchanté, Clemcy. Peut-être qu'on se parlera sur. Tu iras voir le live sur la physique quantique. Tu me laisseras un message si ça t'intéresse. Peut-être qu'on parlera de ça. C'était un plaisir de te rencontrer aussi, Teddy. Allez, à la prochaine. Bonne soirée. Ciao, mon ami. Prochaine. Merci beaucoup. Et voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, Clemzy, de tout ça? Bah écoute, malheureusement, de tout le débat, j'ai loupé 10 minutes, donc il y a 10 minutes que je pourrais pas juger. T'as rien compris. Et voilà. Mais sinon, c'était intéressant, c'était ouvert. Je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient apprendre de la position du groupe que tu représentes, entre autres. Mais c'était vraiment très intéressant. Je suis désolé, mais j'ai du mal à voir du droitard ou du gauchias d'un côté ou de l'autre. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est en fonction des sujets. Les gens ont des avis. J'aimerais pouvoir créer, un combat de coq et imaginer que Teddy Boy est parfaitement comme ça, que les gens sont parfaitement comme ça, mais vraiment l'expérience prouve que, comme dirait Thomas N'Gijol, que vraiment c'est en fonction des sujets et classer les gens dans des extrêmes, c'est de plus en plus inadéquat. Non, mais je pense qu'il cherche simplement l'intérêt commun et du coup il pêche les bonnes idées là où elles sont. Il est ni de droite ni de gauche ni quoi que ce soit. Il cherche un idéal comme moi. Et c'est pour ça que je l'apprécie. Ouais.
C'est l'avantage de ne pas être un militant. Si tu n'es pas soumis à un référentiel, il y a peu de chances que tu sois aliéné par le dit référentiel. Donc après, on peut débattre du fait que tu aies raison ou tort sur tel sujet, de ce que ça dit sur qui tu es sur tel ou tel sujet, de ta capacité à être informé sur tel ou tel sujet. Mais si t'es pas aliéné par un référentiel, et je parle pas de religion, bah c'est bien. Ça donne des gens avec qui tu peux parler déjà. Et c'est déjà beaucoup, bizarrement. Yes. Bah écoute, on peut parler avec les autres. Du coup, les gens qui sont sur TikTok, là, je vais prendre une petite... Et sur YouTube, les TikTokers, là, vous pouvez monter. Je vais prendre une petite pause. Je vais mettre une chanson et remplir de l'eau, me servir à bouffer, là, mon chicken masala, là. Mais dans 2 minutes, je suis là. Je vous mets une petite chanson. Et si vous voulez débattre, bah, je ferai un appel. Voilà, donc réfléchissez bien. Je donne la priorité aux musulmans. Donc si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, vous voulez débattre d'islam, tapez 19. Apostat ou apostat, tapez 1. Et question rapide, tapez 2. Je vais prendre ma petite pause. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'échange avec Teddy. Il m'a aussi posé des questions qui m'ont permis d'exprimer mes idées clairement. J'espère que mes idées sont exprimées clairement. N'hésitez pas à vous les réapproprier ou à me donner de meilleures idées ou des idées plus concrètes, parce que ça restait quand même superficiel ce que je dis. C'est du haut level, c'est pas... Dans le concret, ça se trouve, tout ce que je dis est irréalisable. Hein. J'en suis tout à fait conscient et c'est pas mon métier d'ailleurs. La plupart des sujets qu'on a abordés, ce n'est pas mon métier d'aborder ces sujets et de prendre des décisions réfléchies et sourcées sur ces sujets. Mais j'essaye à mon échelle, d'augmenter l'éducation d'un peu tout le monde et j'espère que vous en faites de même. Donc merci beaucoup à Teddy Boy. Sa chaîne YouTube, c'est Teddy Boy RSA. Pause, je vous mets une chanson et ensuite on fait les débats.